Ce podcast est né de nuits secouées, de moments de doute, de réflexions perdues, et pourtant, elle résiste, cette étincelle. Et si on la faisait rayonner ensemble? Ici, nous parlerons sans filtre, sans masque, avec le cœur grand ouvert. Bienvenue dans cet espace de lumière. Bonjour tout le monde, bonjour Delphine, bonjour Antonella. Merci Delphine de nous accueillir ici et de nous permettre d'enregistrer ton histoire. Donc nous voilà ici dans un nouvel épisode de L'ombre à la lumière. Antonella, je te laisse faire la première question d'intro. Merci Anaïs, bonjour Delphine Antonella. Et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Merci. Ma première question va être très simple. Peux-tu te définir, te présenter tel que tu le souhaites, tout simplement. Merci, c'est une question compliquée. Si je devais effectivement me définir là comme ça à chaud, je dirais que je me définis comme une habitante de la Terre. Je me suis toujours sentie en connexion avec la nature, en connexion avec les animaux, même les plantes. Je me suis toujours sentie appartenir à un tout. Donc je suis un élément de toute cette immensité et je suis très fière d'appartenir à ce tout qui me fascine tous les jours et qui me surprend et m'apprend, me fait grandir en fait chaque jour. Donc je suis juste un petit élément mais qui compte sûrement puisque tous les éléments sont importants. Merci pour cette première petite description et cette première présentation. Moi, je vais te poser notre première question phare, qui est si tu dois te présenter, non pas par qui tu es ni par ce que tu fais, mais par ce que tu ressens, que dirais-tu? Alors aujourd'hui, je ressens beaucoup de joie déjà d'être avec vous deux et je vous remercie de me permettre, de me donner cette opportunité d'être dans votre émission. Je ressens beaucoup de joie. En ce moment, mais déjà depuis de nombreuses années, en fait depuis certainement toujours, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très optimiste. Je me sens alignée avec la personne que je suis. Mon ressenti est positif, c'est de la joie. Je me sens vraiment épanouie. Voilà, c'est le mot. Épanouie en ce moment et de manière générale dans ma vie. C'est beau, vraiment. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a plutôt un élément, un moment de ta vie où tu t'es sentie différente pour la première fois, un peu en dehors des cases, etc., des schémas habituels? Quel est ce moment et pourquoi? Alors, je dirais qu'il n'y a pas spécialement eu un élément en particulier, mais à l'entente de la question, ce qui me vient la première fois à l'esprit, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mon enfance en général. Avec le recul, je trouve que j'étais un enfant particulièrement agitée. J'étais une enfant qui apprenait bien à l'école, mais j'étais pour autant la première qui allait, quand j'avais fini les exercices, qui allait perturber tous les autres, qui leur donnait les réponses. Donc ça m'a valu parfois les remontrances des instituteurs, même mes parents ont été convoqués pour demander à ce que je me calme. Et en fait, je débordais d'énergie, donc j'avais besoin de créer. Et donc c'est dans la nature que j'allais chercher, que j'allais canaliser toute cette énergie. Je partais, donc à l'époque on laissait partir les enfants découvrir. Donc je partais parfois dans la forêt toute seule, je découvrais les petits animaux de la forêt, les petits insectes, les rivières et tout ça. Je me fascinais de tout ça et je revenais tout enrichie et ça m'avait fait un bien fou. Donc c'est vrai que j'étais dans l'enfance, je veux dire, je me suis sentie différente dans le sens où j'étais pas dans les standards d'enfants calmes et voilà. Mais je veux dire, il y a un événement, il y a une année en particulier, c'était l'année de mes 15 ans. Où là j'ai vraiment ressenti quelque chose de différent. J'ai en fait même ressenti les décès de la famille. Et là j'ai vraiment senti que j'étais différente parce qu'on ne me comprenait pas. Je disais ce que je ressentais, je disais ce que j'entendais. Et surtout, je prédisais ce qui allait se passer. Et quand c'est arrivé, c'est pas qu'on ne me croyait toujours pas, mais je me sentais complètement décalée, oui, incomprise, parce que je pensais tout le monde ressentait la même chose. Et en fait, non, j'étais la seule. Et donc,
à la fin de cette année-là, que malheureusement on en a encore eu 2 en fin d'année et que je les ai prédits au jour près, j'ai vraiment eu très peur pour moi, en fait. J'ai eu très peur en pensant que j'étais la suivante, en comprenant plus qui j'étais, et j'ai un peu refoulé tout ça. Mais je sais pas si j'ai répondu à la question, c'était un peu complet. Si, mais de toute façon, Mhm. tu réponds comme tu le sens. Il n'y a aucune obligation. Je vais essayer de rebondir sur ce que tu viens de dire jusqu'à présent, en toute authenticité, hein, parce que rien n'est préparé, on le rappelle. Tu as parlé de ton optimisme et également donc, d'être ta sensibilité à ce qui nous entoure. Mhm. Est-ce que tu penses que l'élément que tu as pu ressentir et que tu es simplement, est-ce que c'est grâce à ça que tu te sens être à l'écoute de toi depuis toujours? Est-ce que tu as su être à l'écoute justement, parce que c'est pas évident d'être à l'écoute de soi quand on se sent si différente. Et puis, enfin voilà, donc c'est ce qui me vient à l'esprit comme question. Comment est-ce qu'on est à l'écoute de soi quand on ressent tout ça? Oui, c'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas été pendant des années à l'écoute de moi. Au contraire, je veux dire, quand on est comme ça, hypersensible, hyper émotionnel, on ressent très fort les émotions des autres et donc on est fort dans l'empathie, dans la bienveillance et on est quelque part, enfin je dis on, mais je ne fais pas de généralité, donc je vais parler pour moi, je me ressentais dans l'obligation, j'avais besoin d'être aimée, d'avoir de la reconnaissance, etc. Dans la gentillesse et tout, hein. Donc je veux dire, parfois je m'oubliais pour être celle qu'on attendait de moi ou d'être celle que j'estimais qu'on attendait de moi en fait. Et c'est une très bonne question parce que c'est à la quarantaine que en fait ça m'est vraiment arrivé comme une claque dans la figure où je me suis dit mais est-ce que tu t'es écouté jusqu'ici parce que je suis très rigoureuse dans ma vie, très organisée. Il fallait pas un cheveu qui dépasse et c'est ce que j'exige également des autres. Donc parfois, ben voilà, je me ramasse et puis voilà, on va tous comme ça. Mais peu importe, tout le monde est comme il est. Mais c'est vrai que du coup, je partais parfois dans des colères ou dans des incompréhensions. Et en fait, je me suis rendu compte que avec le petit recul, parce que j'ai 44 ans maintenant, mais en 4 ans, effectivement, et c'est arrivé en même temps que le Covid, mais je ne pense pas que c'est ça qui ait provoqué les choses, quoique peut-être le fait d'être rentré en introspection un peu tous, ça nous a peut-être un peu aidé à nous extérioriser aussi autrement. Mais je me suis rendu compte, oui, que je ne m'écoutais pas, et ça m'est arrivé, donc, comme je disais, comme une gifle, et notamment au niveau professionnel. Et donc, j'ai décidé effectivement de m'écouter, de me remettre en question et de suivre mes envies, mes passions, sans plus euh, sans plus aucun besoin des yeux des autres. Et c'est comme ça aussi que j'ai décidé de me dévoiler ta romancienne, de me dévoiler connectée au subtil, et que ça plaise ou que ça plaise pas, qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, j'en suis arrivée à me dire c'est pas grave, moi je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens, je sais ce que j'entends, et ça permet à certaines personnes, ça permet d'aider certaines personnes, et donc je me suis écoutée, voilà, et je me suis lancée dans l'aventure. Ok, comment rebondir là-dessus? Déjà, merci pour ce partage qui est très 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 intense et qui n'est pas toujours facile, comme tu l'as dit. C'est déjà pouvoir s'accepter soi au détriment entre guillemets des attentes et du regard extérieur. C'est pas facile. Et une fois que c'est accepté, en plus pouvoir le dire et le partager, c'est encore voilà, une étape supplémentaire. Donc, moi, j'ai envie de dire chapeau déjà. Et merci à toi, parce qu'il faut quand même une sacrée force pour pouvoir voilà, s'assumer déjà complètement par rapport à la personne que l'on est. Et en plus, dire au monde, je suis telle que je suis. Et me voilà telle que je suis. Et c'est tout, en fait. Ça s'arrête là. Donc, du coup, moi j'ai une petite question pour vraiment comprendre un peu tout ce schéma, tout cette historique. Comment est-ce que tu pourrais décrire le contexte familial dans lequel du coup tu as vécu, tu as grandi et quelles étaient un peu les exigences te concernant
surtout en tant que fille, petite fille, etc. Quelles étaient les exigences de ton entourage familial, etc. Surtout par rapport à comment tu t'es développée, comment tu as grandi en tant que fille dans cet environnement-là. Alors, donc je vais séparer la question entre deux thèmes. C'est donc mon éducation, mon parcours, mon contexte familial et environnemental de fille et adolescente, et puis mon ressenti de fille, de femme. Donc, j'ai grandi dans une famille très aimante. Donc, j'ai un grand frère de 3 ans, mon aîné. Ça n'a pas toujours été facile pour mes parents parce que ouais, on se chamaillait pas mal. On a des sacrés caractères dans la famille. Donc voilà, mais on a toujours été très complices. On était à peine séparés quand on se cherchait et dès qu'on se retrouvait, on se disputait. Donc un peu comme dans toutes les familles, je crois. Oui, donc on a donc 44 et 47. On est vraiment très très complices. On s'entend mais super bien. Et donc, ça, je veux dire, c'est vraiment un contexte familial dans lequel nos parents nous ont fait évoluer. C'est vraiment l'amour de la famille. Entre mes parents étant des enfants d'enfants de la génération de la guerre, eux n'ont pas eu toujours cette chance-là. Et donc, c'est effectivement quelque chose qu'ils ont voulu nous transmettre parce qu'ils étaient, eux, issus de familles de nombreux enfants, dont les grands s'occupaient des plus petits, etc. Et donc, il y a moins eu ce cadre d'amour et de partage que ce qu'ils nous ont transmis. Donc, ça, je les en remercie beaucoup. Et donc, le contexte en lui-même, ce sont des parents travailleurs, donc une maman et un papa fonctionnaire qui partait très tôt le matin, donc lui il travaillait à Bruxelles, donc en habitant en Ardennes, il devait faire donc 1 heure et demie de train et retour, donc il partait tôt. On le voyait peu quand on était petit, parce que quand il rentrait, on avait à peine soupé qu'on allait dormir. Et maman donc était à temps plein aussi, à l'air de rien, donc on a dû, ils nous ont appris, ils nous ont responsabilisés assez vite. Ce qui pourrait paraître fou aujourd'hui, c'est qu'on prenait le bus à 5 ans et 8 ans tout seul. Ça paraît fou, mais c'était bien avant les affaires, quand on ne prononcera pas le nom. Et donc, mais bon, c'était au même moment. Mais quelque part, on n'avait pas peur et on a responsabilisé les enfants. Donc, je regrette pas non plus cette période-là. On devait prendre le bus à 100 mètres de chez nous. On était dans un tout petit village, donc il y avait crainte à avoir. Mais ils nous ont appris ça, ils nous préparaient le petit déjeuner. Et ils n'avaient pas le choix, en fait. Et donc, pour ça, je les admire, je leur reproche rien du tout. Je leur reproche pas le risque éventuel qu'on pourrait mettre sur ça aujourd'hui, l'étiquette qu'on pourrait mettre là-dessus aujourd'hui, parce que finalement, ils nous ont donné de la confiance, ils nous ont appris assez vite à avoir de la maturité, et puis ils savaient qu'on pouvait le faire. Donc, voilà. Et puis... de confiance en vous. C'est ça, oui, d'accord. Mais on a su par après, évidemment des années après, que maman téléphonait tous les jours à l'école, voir si ça était bien arrivé, voilà. Bon, ça, on l'a su évidemment après, évidemment. Et maman, voilà. Et puis donc j'ai grandi dans une adolescence où j'ai eu vraiment bon dans mon adolescence, parce que j'ai eu une amie qui m'a suivie toutes les années d'humanité. On a été dans la même classe chaque année, donc Alexandra, et donc c'était vraiment ma meilleure copine. Les 2 dernières années d'humanité, ça a été les plus belles, 5e et 6e poésie Réto, c'était vraiment génial. Je n'ai pas de souvenirs de mauvais souvenirs en fait. Donc j'ai été bien équilibrée, j'ai eu de la chance de tomber dans cette famille et dans cet environnement. Tandis que pour la femme, la petite fille, l'adolescente et la jeune femme, là j'ai effectivement plus de revendications. Alors, pas du tout par rapport à la considération de mon père ou de ce que ma mère nous apprenait ou quoi. Non, parce que ma mère est quelqu'un déjà de très, très autonome et avec un caractère bien trempé aussi. Donc, j'ai eu l'exemple d'une femme qui ne se laissait pas faire. Ça n'a pas toujours eu facile. Il n'a pas toujours eu facile, effectivement. Voilà, et donc une déterminée. J'ai eu cet exemple-là. Comment je vais dire? Donc, j'ai grandi avec le ressenti d'une fille, d'une jeune fille qui ne voulait pas se laisser faire par les standards, par les schémas, par les publicités, me choquait. Et je le ressentais. Je veux dire, j'ai pourtant pas une maman ultra féministe, juste une femme qui se revendiquait dans sa place dans son ménage et dans sa vie de grande sœur, de fille elle-même. Mais c'est en grandissant, j'ai considéré que oui, il y avait des remarques sexistes, etc., qui me gênaient, et quand je suis arrivée à l'université, en première année, on nous a demandé de faire un travail libre, de présenter un séminaire libre.
et j'ai présenté un séminaire sur la considération des femmes dans les JT. Et c'était au moment de la crise des vaches folles. Il y avait eu la crise des poulets, je ne sais plus exactement, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Donc à cette année-là, je ne sais plus exactement laquelle c'était. Et on interrogeait les agriculteurs. Et les femmes étaient à côté, elles étaient là comme potiches, on les interrogeait pas. Et ça me choquait. Et donc j'avais décidé de faire un reportage là-dessus, une analyse de plusieurs JT, de quand c'était une journaliste femme qui présentait, est-ce que l'information était présentée différemment, etc. Et ça avait beaucoup plu à mon prof de séminaire de ce cours-là. Et je sais que j'ai mis un pavé dans la mare parce que ça avait créé un débat dans l'amphi, évidemment. Ça avait soulevé les passions, mais ça m'avait plu et j'ai toujours ce travail qui mériterait une amélioration, mais j'ai toujours ce travail ici à la maison, donc autant d'années plus tard, parce que je me suis dit que même si j'ai lancé un pavé dans la mare, d'une manière ou d'une autre, j'ai planté une graine aussi. Et ça m'a fait plaisir. Super. Oui, allez-moi. On sent cette force et cette volonté de faire des choses autrement, mettre une petite graine pour semer les graines. Merci. Quelle question je te posais? Tu en as une? Moi, Je t'en prie. J'en ai pas qu'une d'ailleurs, j'en ai plein. On va essayer de les faire les unes après les autres. Moi, je voudrais savoir, donc là, que tu as vraiment senti que tu avais certaines sensibilités vers tes 15 ans. Du coup, comment ça s'est passé en arrivant comme ça tu nous as partagé que tu as eu quand même une période où tu as refoulé un petit peu ces sensibilités. Est-ce que ça coïncide et comment tu as pu te développer en tant que femme adulte avec ce potentiel qui est un peu, au final, sujet surtout aussi tabou, donc il fallait pas spécialement parler et il devait quand même y avoir une certaine crainte derrière justement d'exposer ce don en soi. Oui. C'est une bonne question parce que j'ai refoulé ça effectivement donc après mes 15 ans. J'ai eu peur pour moi, comme je vous ai dit. Donc, j'ai refoulé jusqu'à mes 17 où je suis arrivée à l'UNIF justement. Donc ma poésie et rhétorique m'ont fait du bien parce que c'était vraiment, on avait un très bon groupe d'amis et donc on sortait beaucoup. Enfin, à ce moment-là, on sortait en étant l'un chez l'autre et dans les garages. Mais voilà, donc j'ai un peu expulsé tout ça de ma tête en vivant ma jeunesse, je vais dire. Et en arrivant à l'UNIF, où je me suis retrouvée un peu toute seule, loin de mon contexte familial et finalement dans mon code toute seule, ça m'a permis de me reconnecter un peu à ça, mais ça revenait Par vague. oui, par vague et ça s'imposait. Je ne décidais pas que ça m'arrivait. Donc j'avais des ressentis sur des personnes. Je ressentais des choses dans des lieux, des choses comme ça. Et je les laissais petit à petit revenir à moi. Et j'ai eu la chance, mais bon, il n'y a pas de hasard pour moi, d'être entourée de personnes qui arrivaient sur mon chemin et qui me permettaient de le libérer. Et notamment à l'UNIF, j'ai rencontré Rim, qui est toujours mon amie aujourd'hui. Et elle-même à me parler de subtil. Et sa tante est tarologue. Et donc, ça m'a permis, effectivement, avec elle, de commencer à reparler de tout ça, à lui dire des ressentis que j'avais, des prémonitions parfois, ou même par rapport à des choses d'envergure plus large, au niveau mondial. Elle me permettait de me réfugier dans une forme de cocon, mais ça n'était pas mon quotidien pour autant. C'est vrai que je me suis consacrée à mes études. C'était cartésien parce qu'il fallait étudier, il fallait avaler les syllabus, il fallait recracher toutes les bonnes réponses. Et ça puis n'effaçait pas? Ça n'effaçait pas. Non. Non. Ça camouflait, ça prenait plus de place, mais ça n'effaçait pas parce que non, ça ne s'efface pas. Ça s'impose. Alors je suis celle qui pense que ça s'impose à tout le monde, on le reçoit ou on ne le reçoit pas. Mais je suis persuadée que on n'est pas certains l'ont et certains ne l'ont pas. Je pense qu'on l'a tous et certains le rejettent parce qu'ils l'expliqueront par des phénomènes, voilà, et d'autres l'expliqueront plus par du subtil. Moi, effectivement, j'ai refoulé un peu ça pendant mes études là par défaut, je vais dire, et c'est vraiment après. Mais quand j'étais dans mes moments seuls, ça me permettait aussi de me connecter, et j'ai eu des moments, j'ai des souvenirs qui m'arrivent là pendant que je suis en train de vous parler, de moments où j'ai l'impression que je n'étais pas seule, alors que j'étais physiquement seule dans ma pièce, même en étant dans mon code. Mais c'est vrai que c'est plus venu après mes études, et ça a commencé à se réimposer correctement après. On revient au professionnel.
Je pense que tu as plusieurs casquettes finalement, une carrière professionnelle évolutive Mhm. et en même temps des switches à chaque fois finalement, c'est ça? Oui. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est quelque chose de très intéressant Oui. aussi de pouvoir oser de nouveau changer les choses. Ouais. Merci. Donc oui, j'ai terminé l'uni. Donc, j'ai commencé à travailler très cartésien, donc au Parlement fédéral pour des députés, voilà. Donc je leur faisais leurs petites notes. C'était voilà, c'était très concret. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis j'ai passé un examen pour devenir ici directrice des habitations sociales à Bastogne. J'y croyais pas du tout parce que ma casquette politique de l'époque n'était pas du tout celle de la région. Je me dis, je vais pas l'avoir. Et finalement, je l'ai eu parce que sans doute je faisais le compromis. Justement, enfin non, j'ai réussi l'examen. Et je suis restée là 18 ans. Et finalement, cette routine, qui n'en est pas une, parce que quand on travaille comme directeur d'un service public dans Wallonie, ça change tout le temps en fonction du ministre qui veut laisser sa nouvelle empreinte et de nouvelles circulaires, etc. Donc on évolue quand même beaucoup. Mais cette routine quand même m'a permis d'avoir une vitesse de croisière qui justement m'a permis d'avoir de petit à petit développer une activité complémentaire et d'écouter ce qui s'imposait de plus en plus à moi. Et donc j'ai commencé, j'ai toujours été artiste créative. J'ai toujours, même à 7 ans, j'ai écrit mon premier conte. Et c'était par l'activité artistique que j'exprimais le plus mes émotions et finalement tout ce que je ressentais, ce qui restait refoulé. Euh, et j'ai commencé donc par la peinture. Je n'avais jamais touché un pinceau de ma vie. Et je parlais justement avec mon mari de ces émotions. J'avais beaucoup de colère à l'époque, voilà, que je ne comprenais plus. En fait, j'arrivais au bout de ce que je pouvais dans le milieu où j'étais. Et pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une activité artistique? Ça te défoule. Et effectivement, je me suis levée, je me suis dit, ouais, on a des vieilles toiles, je vais les repeindre, je vais repeindre dessus. Et j'ai pris des vieux seaux de peinture qu'on avait. Enfin, donc, je prenais même pas de la peinture. Enfin, voilà, et j'ai pris des gros pinceaux et j'ai commencé. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça, c'était juste un peu avant le Covid. Et donc, quand le Covid est arrivé et que les confinements ont été décrétés, je me suis toute cette colère, cette incompréhension, donc bah, voilà, c'est pas le sujet, mais j'ai eu besoin d'exprimer tout ça. Et alors j'ai produit parce que je suis en surproduction dans ce cas-là, des toiles et des toiles et des toiles, et ça m'a fait un bien fou, au point que j'ai fait 3 expos. Ah ouais, carrément. Et oui, même moi, j'en reviens pas. Et puis, j'ai lancé cette activité. Donc, je me suis lancée officiellement, puisque pour faire les expos, ben là, il fallait son numéro de TVA, enfin d'entreprise en tout cas, parce que je le faisais pour mon plaisir. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vendre, j'ai fait tout dans les règles. Et puis, je veux dire, on est ressorti du confinement et tout ça. J'ai continué mon travail, mais avec rigueur, mais sans plus comprendre. Le système sans plus être aligné avec ce qui se passait. Enfin bon, c'était mon ressenti. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir qu'il était temps que je fasse autre chose. Et ce subtil, c'était tellement imposé par l'art qu'il est resté. Donc, je pratiquais le tarot pour moi depuis des années. Donc, j'ai acheté mon premier tarot, j'avais 20 ans. J'étais à Saint-Dié en vacances, Saint-Dié-des-Vosges. Je suis entrée dans une petite boutique de souvenirs, il y avait un tarot. Il m'a appelé, je l'ai acheté et voilà. Et donc je tirais le tarot pour moi sans vraiment le comprendre. La symbolique des cartes, c'est tellement symbolique le tarot. C'est très initiatique comme jeu de cartes et donc c'est intuitif. Voilà. Donc j'ai ressenti très vite les symboles des cartes. Et puis, mais je le faisais pas régulièrement. J'ai acheté un pendule aussi en me disant tiens, je vais une fois essayer ça. Et petit à petit, les outils arrivaient dans ma vie sans que je comprenne vraiment que ça allait me tomber dessus à un moment donné. Et puis effectivement, le tarot, je m'y suis un peu plus intéressée. J'ai repris ce jeu et je me suis dit je vais quand même commencer à lire un peu sur le tarot. Donc j'ai pris le temps. Et puis c'est arrivé tout d'un coup. Je dois dire que c'est vraiment arrivé tout d'un coup en me disant je dois le faire. J'ai commencé à le faire pour les gens que je connaissais, ma famille, mes amis. Et puis je me suis dit je me lance parce que les retours que j'en avais, personne me disait que ça faisait du bien, parce que c'est pas de la voyance. Hein. Donc soyons bien clairs, je fais pas de la médiumnité et tout ça. C'est vraiment de l'accompagnement. De l'accompagnement par la symbolique des cartes. Donc on discute, on échange vraiment sur ce que ça représente, sur ce que ça amène comme
comme message, comme combinaison, et ça parle aux personnes qui sont en face de moi, et ça permet de recevoir des réponses, des conseils, et finalement un cheminement, une décision qu'on avait du mal à prendre et qu'on se dit, mais c'est pas faux, donc je vais peut-être avancer dans ce sens-là. Et donc c'est sur cette méthode-là que j'ai décidé de le proposer. Mais ça, c'est quand même pas fait du jour au lendemain parce qu'il y a un grand manque de légitimité quand on se lance dans une nouvelle aventure. Donc ça, c'était pour le côté un peu subtil. Donc là, j'ai eu un suivi, enfin, je veux dire, j'ai été coachée un petit peu pour oser. Mais pour le côté professionnel, je veux dire, pur, le côté profane, je veux dire, par rapport au subtil, c'est à un moment donné où je suis arrivée à saturation de ce métier, pour différentes raisons que je ne saurais même pas tout énumérer tellement il y en avait pour moi, j'ai refait le point de ma vie, effectivement, en me disant, mais qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Avec quoi est-ce que tu voudrais le plus travailler, ou dans quel milieu tu voudrais le plus travailler? Et les animaux ont toujours été ma passion. Enfin, je suis très touchée par ce qu'on fait subir au monde animal, de manière générale. Et j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. J'ai choisi de ne pas avoir un enfant. Ça, c'est vraiment un choix aligné depuis que j'ai 12-13 ans. Mais par contre, je ne sais pas vivre sans animaux. Et donc, en parlant avec mon mari, de nouveau, je voudrais refaire je voudrais faire une formation pour pouvoir quitter ce boulot et pouvoir me lancer dans autre chose. Alors, ce qui touchait au monde animal, c'est vétérinaire, mais c'est 6 ans. Je me sentais plus capable de le faire. Et puis, c'était à temps plein, donc il fallait tout lâcher. Donc, il y avait quand même des enjeux financiers derrière. Et parce qu'on est tenu par ça aussi, malheureusement. Et alors, et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui me permettrait de travailler avec l'animal dans son bien-être rapidement? Et donc, le toilettage est arrivé comme en une formation d'un an et demi, que je pouvais faire en parallèle. C'était 1 jour par semaine, que je pouvais faire en parallèle de mon boulot. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai poursuivi. Donc, une fois que j'ai été diplômée toiletteuse, j'ai déjà commencé les mercredis et les samedis. Et puis, j'ai continué la formation en comportementaliste. Et là, maintenant, je suis une formation en naturopathe pour être assez complète dans mon parcours. Mais comme je voulais quand même quelque chose qui me permettait de partir rapidement. Et donc, j'ai annoncé que j'allais partir à la fin de ma formation. Et on a lancé les épreuves pour mon remplaçant. Et j'ai pu partir enfin, parce que ça tirait sur la corde et voilà, c'était pas évident. J'ai enfin pu partir au mois de juillet de l'année dernière. Et donc, depuis juillet, je vis ma plus belle vie. Oh! Ah oui. Écoute, voilà, chapeau de nouveau. Parce que c'est une super évolution. Et puis, tu as dit un terme qui nous tient fort à cœur, c'est le fait d'oser. Du coup, si tu avais un conseil, si tu as vraiment quelque chose que tu as appris de ton parcours, de la vie, que tu te dis, c'est vraiment ça que je voudrais pouvoir le plus partager aux autres. Si tu avais ce conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent, pour toi, quel serait-il? Alors, il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et donc, le conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment de s'écouter. Quand on commence à sentir qu'on n'est plus dans les mêmes émotions par rapport à son travail et qu'on n'est plus la même à la maison, voilà, qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui nous frustrent. Quand on veut aller chez quelqu'un et qu'on sent que ça ne va pas, il y a quelque chose que notre corps est en train de nous faire passer comme message. Alors, c'est facile à dire, d'oser le faire quand on le ressent, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, de facteurs extérieurs qui nous en empêchent, et notamment la vie matérielle. Quand on gagne un salaire de directeur de service public, on vit en fonction du salaire. Donc, on vit pas, on vit pas avec un salaire divisé par 2, on vit avec le salaire qu'on a. Et donc, quand on se rend compte que on va repartir à zéro, ça fait très très peur aux reptiliens notamment. Et donc, on est en instinct de survie, on n'a pas envie, et c'est ça qui nous bloque le plus. C'est, je pense, le côté matériel, le côté confort, le côté insécurité financière, qui fait partie en tout cas des éléments principaux. Alors, si j'ai un conseil, c'est vrai, c'est alors
pour ce côté-là, c'est vraiment d'aller rencontrer des personnes qui sont dans le milieu, donc des comptables, des banquiers, des personnes qui peuvent établir un plan financier et pour nous rassurer, parce que c'est ça qui m'a permis, moi en tout cas, de me dire ben, ça va fonctionner, parce que ça fonctionnera en fonction de ce qu'on me disait, de ce qu'on me mettait comme tableau devant les yeux. Je me dis mais non, ça ne peut que fonctionner. Et l'autre côté, c'est vraiment de s'écouter quand on commence à ressentir en tout cas que ça ne va plus. Parce que plus on va avancer, moins on aura cette force d'oser et on va probablement aller vers une dégradation de sa santé, qu'elle soit mentale ou physique, parce que quand elle n'est pas mentale, elle s'extériorise de toute façon autrement. Donc voilà, c'est de savoir se poser en tout cas au calme et de se dire mais est-ce que tout me convient? J'ai toujours considéré qu'il y avait 5 piliers dans une vie. Il y a l'amour, la santé, il y a l'argent, il y a le réseau social et il y a le plaisir. Enfin, voilà, et en fait, quand il y a toujours un des piliers qui ne fonctionne pas. Et quand on se rend compte qu'il y en a plus que 1, 2, 3, 4, on se dit à un moment donné, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et comment est-ce que je pourrais faire pour que ce pilier-là aille mieux? Et finalement, quand on réaligne les 5 piliers, ça me prie d'avoir osé. Oser, c'est vraiment s'écouter, en fait. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté, pas un jour. C'est très beau. C'est très beau. Effectivement, comme tu dis, déjà en avoir 4 sur 5, c'est déjà pas mal. Mais si le curseur est en dessous de la moyenne, vraiment se poser les bonnes questions. Parce que, comme tu dis, tout est lié, sa santé, tout se répercute. D'abord sur soi, évidemment, et puis aussi sur son entourage, ce fameux cercle Absolument. Ah bah oui. ouais. Cette dégradation qui nous coince à tous. Donc, oser, comme Delphine le conseille. Je reviens sur un point que tu as soulevé tout à l'heure. Tu parlais du fait d'avoir cette envie, ce besoin d'être aimé, de se sentir aimé. Est-ce que déjà c'est quelque chose avec lequel tu vis toujours à l'heure actuelle, d'avoir cette envie de vouloir que les autres t'aiment, t'apprécient? Est-ce que pour toi, il y aurait un conseil que tu aurais à donner là-dessus? Comment est-ce que tu as pu passer, entre guillemets, au-dessus de ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore, qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce besoin de vouloir s'effacer pour justement être aimé. Donc, ce besoin de parfois éteindre un peu sa lumière pour laisser les autres plus briller aussi d'une certaine façon. Comment as-tu, comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que, si tu as pu entre guillemets en sortir, quel a été le cheminement par rapport à ça? Je pense que la maturité de l'enfant vers l'âge adulte aide. Quand on est petit et qu'on est hypersensible, de mon point de vue, en tout cas, c'est décuplé. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on a ces expériences, ces échecs, ces coups de massue de gens qui nous déçoivent alors qu'on a fait tellement pour eux, puis finalement, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'autre? Rien. Si on donne, on donne. Je veux dire, on ne doit pas donner en attendant quelque chose. Mais ça, on l'apprend avec la maturité, avec la sagesse. J'ai lu tout à l'heure une phrase intéressante, c'est la sagesse n'est pas au bout du chemin, le chemin c'est la sagesse. Et je trouvais ça bien dit parce qu'en fait, plus on avance et plus on prend de l'expérience et plus on le prend comme des leçons et qu'on les accepte, qu'on les accueille et plus on devient soi. Et ça ne veut pas dire qu'on change aux yeux des autres, probablement que c'est ce qu'ils ressentent, mais tant pis. Ce qui compte, c'est que nous, on soit nous. Alors, je ne vais pas dire que c'est arrivé sans dégâts, parce que je dois dire que quand je me suis réveillée et que je me suis dit, oh, mais j'en fais tellement des tonnes pour les autres, et finalement, moi, j'en suis où? Quand j'ai commencé à arrêter et à commencer à m'affirmer d'une manière dont je ne l'avais pas spécialement fait, avec moins de bienveillance, avec moins d'empathie, je me suis ramassée des retours de manivelle de gens qui me jugent, qui ont de la méchanceté, alors que, je veux dire, je m'exprime juste.
Mais Delphine, voilà, elle n'était pas comme ça avant. Elle est cassante. Non, je suis juste pas cassante non plus. Je fais pas ça pour le plaisir. Mais à un moment donné, je m'écoute, j'écoute mes ressentis, je ne les garde plus. Et si ça passe pas, ça passe pas. Et je dois dire que c'est brutal, mais ça m'a permis un tri absolument nécessaire dans ma vie et que je ne regrette pas non plus. Donc, en fait, on s'entoure. Et quand on a d'autres lunettes qui arrivent sur nos yeux, on est... Ok, eh ben voilà, quand on décide de changer ses lunettes, et c'est nécessaire, en plus moi j'en porte, donc il faut régulièrement vérifier si on est toujours à la bonne dioptrie. Mais quand on met des nouvelles lunettes, on se rend compte effectivement que est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être, certains ont peut-être besoin d'être aimés, d'être bien entourés, mais finalement quand on se rend compte que souvent on n'est plus dans l'intérêt de l'autre, qu'on ne sert plus son intérêt, eh bien, c'est plus pareil. Et donc, finalement, les vraies amitiés, ce sont ceux qui viennent quand on ne va pas bien. Quand on va bien et que ils sont toujours là, ils sont contents. Mais quand on ne va pas bien et qu'on se rend compte que finalement, ceux qui ne savent plus pomper notre lumière, justement, ils s'effacent, ils s'en vont, ils jugent. Il y a de la jalousie aussi parce que tu réussis, parce que tu oses. Il y a de la jalousie. Et donc tout ça, j'ai fait le tri et je m'en porte pas plus mal. C'est pas pour autant que j'ai pas eu un sentiment d'injustice qui m'a parfois piqué et avec il faut se maîtriser derrière, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est vrai que je m'en fiche. Voilà, je suis très heureuse en couple, je suis heureuse dans ma famille, tout ça. Mais je veux dire, on est nous deux, on s'est déjà dit tellement de fois, on pourrait vivre nous deux dans un chalet sans plus personne autour, que ça ne changerait pas grand-chose parce qu'on peut des gens qui ont envie d'être avec nous. La métaphore des lunettes, je l'ai souvent sortie et c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. Tout à fait. J'en suis même arrivée à me dire, je ferme les yeux maintenant. J'en suis là, c'est pas mal ça. J'ai 46 ans. Ah, t'as une avance. Non, mais je ferme les yeux, je te l'ai encore dit dans la voiture. Ce que tu viens de dire, c'est énorme et à la fois, ça pourrait paraître simple, sans minimiser, on s'entend. Hein. J'entends par simple, ça devrait être simple. En fait, parce qu'on devrait tous pouvoir faire ce choix en toute simplicité pour soi et pour sa propre protection. Parce que c'est se protéger en fait. Voilà, envers les autres. C'est vraiment une forme de protection. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai une question pour le jeune public, en fait. Parce qu'on essaye aussi de sensibiliser les plus jeunes. 15, 20 ans, voilà, plus jeunes en tout cas. Parce qu'on remarque que c'est quand même souvent et la quarantaine qu'on se révèle et qu'on ose être soi. N'y a-t-il pas, peut-être, j'en sais rien, si on improvise totalement, une formule, un mot, deux mots, qui pourrait faire écho et donner un petit électrochoc comme ça à la jeunesse pour ne pas se révéler à 40 ans comme nous. Oui. Voilà, je ne sais pas. Alors, je pense que tout ne dépend pas de la personnalité. Je pense que ça dépend aussi des rencontres et de l'entourage. Et donc, entre 15 et 20 ans, on est en pleine croissance, en pleine découverte de tellement de choses. Et si on n'est pas écouté ou si on a l'impression d'être jugé et qu'on n'a pas la force d'aller au-delà, parce que tous les tempéraments ne sont pas les mêmes non plus, on est plutôt suiveur ou meneur. Et si on baisse les bras, parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne qui nous écoute ou parce que on n'a pas eu l'impression d'avoir été entendu, on pourrait justement se recroqueviller, se dire bon, je laisse ça de côté. Et finalement, qu'est-ce qui pourrait les aider à être... J'ai envie de dire que quelque part, peut-être qu'il faut un parcours pour se dire c'est pas ça qu'il me fallait. Ça m'a plu, parce que je regrette pas ce que j'ai fait jusque maintenant. Ça m'a plu tout ça, mais j'ai ouvert les yeux, j'ai compris autre chose. Je suis passée par des étapes qui m'ont fait grandir, qui ont fait celle que je suis, qui ont fait les rencontres que j'ai faites aussi. Mais par exemple, j'ai hésité entre le droit et vétérinaire à 17 ans. Je suis allée au cours qui était ouvert au Réto, de veto.
Des cours de réto pour ben voilà. Comment je vais dire, mais j'ai pas aimé. Donc je suis arrivée là et il disséquait des poussins et j'ai trouvé ça plus de violence pour des jeunes de 17 ans et donc je me suis énervée en disant on n'a pas moyen qu'on nous montre autre chose. Enfin et le prof s'est emballé et il m'avait dit c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire si vous n'êtes pas suffisamment accroché. Faut pas faire ces études-là. Il m'avait dit traverser le campus et aller faire le droit pour défendre la cause animale. Donc écoutez, tu l'as écouté et finalement c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc et c'était pas un mauvais conseil, mais j'aurais jamais été capable de faire ça à 17 ans. Et peut-être que si j'avais fait ça à 40 ans, j'aurais quand même eu envie de changement. Je pense que ce sont des cycles de vie qui à un moment donné nous amènent au bout. Et si je peux faire une métaphore avec le tarot, les arcanes majeures sont très intéressantes pour ça, parce que c'est vraiment le parcours initiatique d'un personnage, qui est le mât ou le fou, selon les jeux. Et donc, il commence sa vie en partant à l'aventure au bord d'une falaise. Il ferme les yeux, il ne sait pas s'il va tomber. Mais il avance. Et il a un fidèle compagnon, un petit chien. Toutes les cartes, en fait, donc au fur et à mesure qu'on avance, le pape, la grande prêtresse, eh bien, c'est tous des événements, des parcours de sa vie. Il a l'observation, d'abord il doit apprendre par l'observation, et puis il voyage un petit peu, et en fait c'est très initiatique jusqu'à évidemment la mort et la tour, qui sont des grands échecs dans la vie, le fait de devoir se reconstruire de ses ruines, et finalement au fur et à mesure qu'il prend en maturité et qu'il prend en expérience sur tout son parcours du fou, du mât, il arrive jusqu'au monde, qui est le 28e arcane, et le monde s'est recommencé à zéro avec tout ce qu'on sait. Et finalement, je trouve que ce sont tous des cycles comme ça qu'on vit. Et en fonction des rencontres, en fonction des encouragements, parce que je trouve que l'entourage est très très important. Et j'avais pas eu le mari que j'ai, je serais toujours où je suis. Et probablement que je serais complètement effacée. Je ferai toujours mon travail avec rigueur, mais j'aurais... j'en suis même tout émue. Non, je ne serais pas le même. Je suis très, très émue aussi, comme je peut-être cœur ému. Oui, c'est bon, j'avais mon idée, mais je l'ai perdue. Je reprends. C'est vrai que c'est très, très fort en émotion. Pour rebondir sur les deux choses que vous avez dites, avant que je n'oublie aussi, c'est vrai que je pense, maintenant, de nouveau, c'est ma perception, ma façon de voir les choses, mais que c'est le parcours qui nous permet de nous révéler aussi. Que sans ce chemin, il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas comprises, qu'on n'aurait peut-être pas effectivement apprises et qui nous auraient peut-être pas permis de nous révéler, de dévoiler qui l'on est au fond de nous-mêmes. Et comme on le disait aussi, je pense que c'est la façon dont nos perceptions sont plus limitées de par ce que nos parents, notre entourage nous montre, et on n'a pas encore découvert tout ce qu'il y a autour de ce monde qui est très limité au final par rapport à nos proches, à notre vraiment cercle familial et à l'école. Et donc, pour moi, je trouve que c'est compliqué à ce moment-là de vraiment d'ouvrir sa vision, ses perceptions à d'autres choses, parce qu'en fait, on n'en a même pas encore connaissance. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment quand on grandit et qu'on évolue, qu'on découvre d'autres choses, que là, ça fait écho aussi et qu'on se dit, mais en fait, ça me parle plus, ou ça, je le ressens plus. Et donc, il faut à la fois que les jeunes puissent plus s'affirmer, comme tu le disais, Antonella, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sentent, leurs envies, leurs besoins, et plus à l'écoute d'eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Mais d'un autre côté, il ne faut pas vouloir non plus aller trop vite, parce que justement, c'est le chemin qui est beau, mais c'est pas toujours beau. Mais l'apprentissage de la vie, c'est ça qu'on apprend, bien sûr. Et c'est cette vie qui fait que on est là aujourd'hui et qu'on est la personne que l'on est. Et on parlait de ces lunettes, mais il faut aussi pouvoir les mettre, les lunettes. Il faut aussi avoir les codes. Et du coup, quand on est petit, si on nous explique pas comment mettre les lunettes, c'est bien, on nous dit de mettre des lunettes, mais si personne nous montre comment faire, je veux dire, on va les mettre dans le mauvais sens. Voilà. Et du coup, on ne va pas les nettoyer. On va pas les nettoyer, exactement. Régulièrement d'ailleurs. C'est ça. Mais du coup, moi, je trouve ça, en fait, et je trouve que c'est ça qui est aussi important, c'est de dire, vous avez un chemin lequel il peut prendre plein de tournants, plein de bifurcations, plein d'obstacles, mais il faut se dire qu'il faut profiter de ce chemin à chaque moment, parce que, en fait, c'est là qu'on va apprendre et qu'on va évoluer et qu'on va découvrir plein de choses. Mais ce chemin fait partie de nous aussi. J'ajouterais
J'ajouterais, oui, je partage à 100% ce que tu viens de dire. J'ajouterais qu'il y a juste une condition, c'est qu'on soit libre sur le choix. Parce que la liberté, elle est J'ai pu essentielle. ajouter Qu'on quelque ne, chose de qu'on ne nous dise pas, voilà, c'est là que tu dois aller, c'est dans cette case-là. Parce que le chemin, il est au bout là-bas. Et il y a, dans l'enfance, c'est parfois des exigences. Enfin, après, je reproche pas du tout. Donc, mais j'avais des parents quand même exigeants en termes de résultats scolaires, en termes de, de mérite. Hein. On obtient les choses par le mérite, etc. Enfin, de nouveau, c'était des enfants de la guerre. Donc, même si on a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup d'exigences. Mon papa était fonctionnaire, mais travaillait dans les forces de l'ordre. Donc, il y avait beaucoup de patriotisme aussi. Donc, il y avait de la rigueur. Voilà. La rigueur, ça c'est sûr que je leur dois aux deux la rigueur. Il n'y en a pas pour rattraper l'autre sur ça. Mais effectivement, j'ai eu cette liberté. Et quand même, le choix des études, c'était vraiment fais ce que tu as envie de faire, on sera derrière toi. On m'a pas poussé à faire l'UNIF, on m'a pas dit tu dois faire des études, si je voulais aller travailler, j'allais travailler. Ça, j'ai été libre. Donc ça, c'est quand même très important. Une personne ont cette malchance, essayer de ne pas rester dedans. Aller chercher d'autres rencontres. Oui, c'est ça. C'est élargir les rencontres parce que faut pas rester plongé dans un mal-être, une frustration qui va aboutir. J'ai une petite question que j'affectionne particulièrement, encore une. Mais est-ce que tu penses que tu es devenue la femme que ta famille voulait que tu deviennes? Et est-ce que tu penses que tu es devenue la femme que la petite Delphine imaginait devenir? Alors, ma petite Delphine, elle voulait être reine. Hein. Donc, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard, reine. Femme, elle Et c'était même reine d'Angleterre. Hein, donc, ouais. Pas dans la dentelle. Donc, est-ce que je suis devenue la femme que ma famille voulait? Je pense que oui, dans le sens où ils sont heureux pour moi. Quand ils voient leurs enfants heureux, ils sont heureux. On est encore allé, enfin, on a fait un repas de famille ici récemment, et tout ce qui compte pour eux, c'est qu'on soit épanoui. Ils sont tracassés, alors on l'est, mais ils seront tracassés toute leur vie pour autant. Parfois même, ils croient qu'on leur ment pour les rassurer, mais on va bien, on est heureux, et c'est tout ce qui compte pour eux. Donc je dirais oui, je suis devenue la femme qu'ils voulaient, c'est-à-dire une femme heureuse et épanouie. Qui ne manque de rien, qui a confiance en eux aussi, ça c'est important. Et on a gardé un socle, et ça c'était très important pour eux aussi. Alors est-ce que je suis devenue la femme que la petite imaginait? Sûrement d'une manière ou d'une autre, parce que je suis la reine de ma vie et la reine de mon mari. Je suppose. Enfin, lui, il est mon roi. Et comment je vais dire? Mais je suis. Si je devais reparler à cette petite, que je prends souvent dans mes bras. Hein. Je pars en arrière et je fais une hypnose régressive et j'ai besoin de la prendre dans mes bras et lui dire que ça va aller. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, qu'il y aura des déceptions et que ça va aller parce qu'elle aura toujours foi. Et c'est vrai que de chaque échec, je suis relevée. De chaque méchanceté, je me relève. Pas différente, mais grandie. Mais j'ai envie de lui dire de s'éclater quand même. Et de ne pas viser quoi que ce soit, d'avancer. En fait, d'avancer comme elle a envie d'avancer. Mais je pense qu'elle doit se dire que c'est pas mal quand même. Ouais. Si elle devait se regarder dans plusieurs années, elle devrait se dire, oh, ça va, ça me plaît. Est-ce que tu as un message ou quelque chose qui te tient à cœur, que tu avais envie de partager aujourd'hui? Quelque chose que tu disais ou là, spontanément, voilà, que tu dis c'est peut-être le moment de faire passer ce message. Ce serait de toujours oser dire les choses. Je trouve que le plus difficile dans le changement, dans le fait d'oser, c'est de s'exprimer, c'est la communication, c'est le fait de poser des mots sur les choses, sur ses émotions, sur ses ressentis. Et donc, c'est de se donner les outils. Si on n'a pas le tempérament, ou si on se ressent fragile ou suiveur, ou qu'on n'ose pas parce qu'on ne va pas se sentir compris et entendu, c'est de se donner les outils par tous les moyens possibles, c'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui peuvent nous libérer, il y a
des moyens de communication qui peuvent nous libérer des formes de communication différentes. Mais c'est vraiment de savoir poser les mots et surtout savoir les expulser. Et à partir du moment où on se dit je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien, je ne suis pas alignée, la moitié du parcours est déjà accompli parce qu'on sait que ça va changer. On sent que ça doit changer en tout cas. Donc si j'ai un conseil, oui, un message à passer, c'est celui-là, c'est de se donner les moyens. Et c'est pas une question d'argent, c'est vraiment de se donner les moyens techniques, symboliques, matériels de se permettre d'être soi. Merci. Déposer. Oui. Déposer, exprimer, c'est une forme de libération. Oui. Voilà. Oui. C'est une forme de bien-être. Hein. Oui. Expression. Moi, je pense qu'on est bon. Je sais Ok. pas si quelqu'un... Moi, ça me va. Voilà. Du coup, on va clôturer sur ce petit message. En tout cas, un tout grand merci. Avec plaisir. Merci à vous Voilà, deux. merci à toi. De nous avoir accueillis, surtout de nous avoir partagé ton histoire. C'est Plaisir. une très belle histoire. Merci. Et de toute façon, on se dit à bientôt, Oui. tout le monde. Voilà. Merci. Merci aussi, à vous deux. merci.